La pente qui montait devant moi était maintenant à peine sensible. Le sol n'était qu'une immense dalle de calcaire bleuté, qui venait de fentes toutes brodées de thym, de rue et d'aspic. De temps à autre, sortait de la pierre nue un cadre gothique, ou un pin, dont le tronc épais et noueux contrastait avec la petite taille de l'arbre qui n'était guère plus grand que moi. On voyait que cet affamé soutenait depuis des années une lutte farouche contre la dure pierre et qu'une seule goutte de sève devait lui coûter des jours de patience. À ma gauche, le sommet du Taoumé, à force d'avoir trempé dans le ciel, était d'un bleu pâle, un bleu de lessive, et je flottais vers son épaule gauche, à travers un air vaporeux que la chaleur faisait danser. Tous les 100 mètres, selon le rite indien, je m'arrêtais et je gonflais ma poitrine 3 fois. Au bout de 20 minutes, j'arrivais sous le pic, et le paysage changea. Le plateau rocheux était coupé par l'amorce d'un ravin sauvage, entre les blocs éboulés, des grands pins et des hautes broussailles. J'en atteignis finalement le fond, mais il me fit impossible de franchir la barre opposée. La distance m'avait trompé par sa hauteur. Je suivis donc le pied de la falaise, sûr que j'étais d'y trouver une cheminée. Le trot du chef indien fut alors ralenti par les rideaux de clématite et les enchevêtrements de térébinthes. La petite feuille de chêne kermé qui portait sur leurs bords 4 piquants symétriques et glissait sous mes espadrilles, dont le côté habillé, un peu quand même, en marche sur le point de pied. Je m'arrêtais de temps à autre pour me déchausser et les vider en battant les rochers. À chaque instant, des oiseaux s'envolaient sous mes pas ou sur ma tête. Autour de moi, je ne pouvais voir, à plus de 10 mètres, les arbres, les fourrés et les 2 parois de la gorge me cachaient le reste de lumière. Je commençais à être vaguement inquiet. Pourquoi je pris dans ma musette le redoutable couteau pointu, dont je serrais fortement la manche dans mon poing. L'air était calme, et les puissantes odeurs de la colline, comme une invisible fumée, emplissaient le fond du ravin. Le thym, l'aspic, le romarin verdissait l'odeur dorée de la résine, dont les longues larmes immobiles brûlaient dans l'ombre claire sur les écorces noires. Je marchais sans le moindre bruit, dans le silence de la solitude, quand des sons effrayants éclatèrent à quelques pas de moi. C'était une cacophonie de trompettes éperdues, un sanglot déchirant, des cris désespérés. Ces sons mystérieux étaient d'une intensité de cauchemar, et les échos successifs de la gorge les amplifiaient et les multipliaient. Je demeurais figé sur place, tout tremblant, glacé de peur. Le tintamarre s'arrêta soudain dans un silence immobile, qui me parut plus terrible encore. À ce moment, derrière moi, en haut de la barre, la course d'un lapin fit rouler une pierre et tomba sur un clavier de cailloux bleus qui formait un éventail sur la pente raide d'une sorte de balcon. Le clapier se mit en marche dans un bruit de grêle et de désastre et coula jusqu'à mes talons submergés. Alors, le malheureux chef Comanche bondit comme une bête surprise et se trouva tout à coup accroché au milieu d'un pin, dont je serrais le tronc contre mon cœur, comme si c'eût été ma mère. Je respirais profondément. J'écoutais le silence. J'aurais aimé entendre une cigale. Il n'y en avait pas. Autour de moi, les ramures étaient impénétrables. Je voyais en bas, sur les ramilles séchées, briller la lame de mon couteau. Je me préparais à descendre sans faire de bruit, lorsque la menaçante cacophonie éclata de nouveau, plus violente que la première fois. Pris d'une peur de panique, je montais presque au sommet du pin, sans pouvoir contenir des faibles gémissements. Et tout à coup, je vis, sur la plus haute branche d'un chêne mort, une dizaine d'oiseaux, étincelants. Leurs ailes étaient d'un bleu très vif, coupées par 2 raies blanches. Le col et le croupion d'un beige clair,
possédait une queue noire et bleue, et le bec était jaune canari, sans motif aucun, et comme pour le plaisir, le temps rejeté en arrière, les hurlait, criait gémissement, miaulait avec une puissance démoniaque. La colère fut place à la peur. Je me laissai glisser jusqu'au pied de pin, je ramassai mon couteau, puis une excellente pierre plate, et je courus vers l'arbre et ses aliénés. Mais, au bruit de ma course, toutes les bombes prirent son vol, et transportaient dans un pin, en haut de la barre, son ridicule charivari. Je m'assis sur le gravier brûlant, sous prétexte de vider une fois de plus mes espadrilles, mais en réalité, pour me remettre de mes émotions, et je croquais une barre de chocolat. J'écoutais longuement la colline, je n'entendis qu'un silence de mort. Quoi ? Par un seul chasseur le jour de l'ouverture. Je devais apprendre plus tard que les gens du pays ne sortent jamais le jour, comme ils eurent rougi de prendre un permis pour chasser sur des terres qui étaient leur patrie. Ils craignaient le zèle des gendarmes d'Aubagne, que l'ouverture excitait particulièrement. Je regardais derrière moi pour mesurer le chemin parcouru, et je vis là-haut, dans le ciel, une montagne inconnue, dont le sommet rocheux s'allongeait sur au moins 500 mètres. C'est le Taoumé. Mais comme je n'avais aucune vue de sa face, je ne le reconnus pas. Ainsi, les premiers astronautes qui verraient l'autre côté de la Lune catalogueraient un astre nouveau. Je fus d'abord perplexe, puis inquiet. Je regardais encore, de tous les côtés, mais je ne vis aucun repère. Je décidai alors de retourner à la maison, ou plutôt vers la maison, car pour sauver la face, je ne montrerai pas, j'attendais à la lisière de la Pinède, le retour des chasseurs, et je rentrerai avec eux. Je revins donc sur mes pas, ce qui me paraissait facile. J'avais compté sans la malice des choses. Le chemin qu'on laisse derrière, soit en profitant pour changer de visage, le sentier qui paraîtrait vers la droite avait changé d'idée. Au retour, il s'en va vers la gauche. Il descendit par une pente douce, le voilà qui monte encore comme un remblai, et les arbres jouent aux quatre coins. Cependant, j'étais au fond d'une gorge. Le doute n'était pas permis, il suffisait de faire demi-tour et de remonter le ravin, sans tenir compte de cette sorcellerie. Mon couteau à la main, je revins sur mes pas. En bon Comanche, je cherchais mes traces. Une empreinte, une pierre déplacée, une branche brisée. Je ne vis rien. Et je pensais à la merveilleuse intelligence du petit Pousset, génial inventeur de la piste fabriquée. Il était bien trop tard pour l'imiter. J'arrivai soudain à une sorte de carrefour. Le Val se divisait en 3 gorges qui remontaient en pied de poule, jusqu'au flanc du mystérieux sommet. Je n'avais pas vu à la descente les 2 autres. Comment cela se fait-il ? Je réfléchis. Tout en regardant autour de moi, chacune des 3 branches. Je compris tout à coup, les broussailles étaient plus hautes que moi à la descente, regardant tout droit devant moi. Je n'avais vu que le ravin que je suivais et qui était, comme je l'ai dit, assez tortueux. Mais où était ma route ? J'aurais dû raisonner et comprendre que j'étais descendu dans le premier ravin à ma gauche, puisque sur le plateau, je n'avais traversé aucun des 2 autres. Mais le malheureux chef Comanche acheva de perdre le nord. Il tomba assis par terre et se mit à pleurer. Cependant, je compris bien vite l'unité honteuse de ce désespoir. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait agir rapidement, comme un homme, et d'abord reprendre des forces. Car malgré l'incroyable dureté de mes mollets, je ressentis une très inquiétante fatigue. À l'entrée de l'un des ravins, se dressait une lieue à 7-8 troncs, qui se posait en cercle. De ces ramures, d'un vert sombre surgissait d'un îlot de broussailles, où les déchirants agrégats se mêlaient aux chênes carmés. Cette masse de verdure épineuse paraissait impénétrable, mais je baptisai mon couteau machette et j'entrepris de me frayer un passage. Après un bon quart d'heure d'effort et 1000 piqûres
fiévreuse. Je franchis enfin le cercle défensif. Je découvris au milieu des troncs un grand rond de bas au cou. Je m'y installai avec un sentiment réconfortant de sécurité. J'étais invisible et d'autre part, je n'étais que l'un des troncs permettait une escalade facile. Avantage inappréciable en cas de sanglier blessé. Je m'étendis sur le dos dans l'herbe, douce, les mains croisées sur ma nuque. Au centre de lieu, il y avait un grand rond de ciel. Au milieu, un oiseau de proie, presque immobile, surveillait le passage. Je pensais que ce vautour ou ce condor voyait en ce moment même mon père et mon oncle en train de faire griller leurs côtelettes sur la braise du romarin, car le soleil était au zénith. Après un repos de quelques minutes, j'ouvris ma musette et je mangeais de grand appétit mon pain et mon chocolat. Mais je n'avais rien apporté à boire et ma gorge était bien sèche. J'eus bonne envie de dévorer l'orange, mais un comoche sait prévoir les mauvais sorts, et je la rangeai dans mon sac. Car j'avais à ma disposition une autre ressource. Je savais par Gustave Aimard qu'il suffisait de sucer des cailloux pour ressentir de l'impression de fraîcheur délicieuse. À essayer. La nature prévoyante, dans cette contrée privée de sources, n'avait pas épargné les cailloux. J'en choisis un tout rond, bien lisse, et comme un pois chiche, je le plaça, selon la technique, sous ma langue. Le ravin de droite montait vers le ciel. Je vis qu'à 200 mètres devant moi, il s'arrêtait devant un éboulis en pente douce, qui me permettait de monter sans doute sur un plateau. Je pourrais enfin voir l'ensemble du paysage, peut-être le village, peut-être ma maison. Je repris aussitôt confiance et je me mis en marche d'un pas léger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à laisser un like si la vidéo vous a plu, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire et un abonnement. Ça me ferait super plaisir, c'était Teddy. Merci.